Ce soir, l'invité est Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre présence probable, Monsieur Le Pen, à la compétition 2007 vers l'Élysée fait vivre avec une certaine angoisse un nouveau 21 avril 2002. On se souvient que ce jour-là, la Terre avait pratiquement tremblé dans le paysage politique. L'évolution du Front National n'enlève aujourd'hui ni les soupçons ni les craintes. Beaucoup de gens pensent que ça peut se reproduire. Et c'est des craintes qui reviennent de présidentielle en présidentielle, comme vous le savez. Le grand rendez-vous va vous interroger sur votre campagne électorale, celle des autres candidats, sur vos intentions, votre programme et sur les conflits internationaux du moment. Avec Philippe Dessein, TV5 Monde, Dominique de Montvalon, Le Parisien aujourd'hui en France. Depuis quelques jours, on commence à croire que vous ne serez plus le troisième homme. François Bayrou séduit, convainc. Ces arguments ont l'air de porter. Il y aurait un effet Bayrou. Est-ce qu'il est en train de devenir le troisième homme que vous êtes d'habitude? Je ne crois pas, si j'en juge d'après les sondages que j'ai sous les yeux, qui reproduisent en effet les 6 officines de sondage. 4 sont en ma faveur, largement, et 2 seulement en faveur de François Bayrou. Cela étant, il a une présence médiatique qui est beaucoup plus importante que la mienne, et puis il fait partie du système quand même s'il fait semblant d'en être l'adversaire. Semblant seulement. Oui, je crois. Il en est de même d'ailleurs de ses 2 principaux concurrents qui occupent l'espace médiatique maintenant depuis 9 mois de façon pratiquement continue. Notez que c'est exactement la répétition de ce qui s'est passé en 2002. Seulement, c'était moins choquant à l'époque parce que les 2 personnages qu'on instituait en quelque sorte pour le 2e tour, avant même que le premier n'ait commencé, c'était le président de la République et le Premier ministre. Par conséquent, ça ne paraissait pas surprenant aux gens. Là, vous leur dites comme une sorte d'avertissement. Là, c'est un petit peu spécial, puisque c'est le ministre de l'Intérieur, et puis une nouvelle candidate que j'avais d'ailleurs prévue, moi, personnellement, depuis quelques années. Comme candidate ou comme présidente? Non, comme candidate. Oh, présidente, oh là là, il y a loin de la coupe aux lèvres, on n'est pas arrivé là. Et l'expérience prouve d'ailleurs que il y a au moins un des 2 candidats qui est présent dans la campagne qui n'est jamais au 2e tour. Alors, je ne sais pas qui ça sera. Est-ce que ça sera M. Sarkozy? Est-ce que ça sera Mme Royal? Je ne sais pas. Peut-être que l'irruption dans la campagne de Jacques Chirac pourrait bouleverser chez eux, pas chez moi. Je sais pas, il ne me prendra pas une voix, Jacques Chirac. Est-ce que vous y croyez? Je crois que c'est possible, oui, tout à fait. Je crois que c'est possible, sinon probable. Ça ne dépend pas, peut-être même de lui, ça dépend de la politique internationale, éventuellement d'une crise internationale grave qui serait, à mon avis, le seul moyen, la seule chance qu'il aurait de se réintroduire dans le débat. Philippe Dessein. Jean-Pierre Elkabbach parle à l'instant du troisième homme, donc en s'interrogeant sur l'identité de ce troisième homme, vous semblez quand même relativement loin des 2 principaux candidats que vous venez de citer, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Vous êtes distancé en tout cas actuellement, non? Non, pas très très loin, parce que quand on regarde les véritables intentions de vote, ils sont aux alentours de 26, 27 points. Et moi, je pense que l'élection se fera autour de 20. Cette fois-ci, au-dessus de 20. Et alors qu'elle a été... Le président de la République, M. Chirac, n'avait même pas fait 20. Rappelez-vous, au premier tour de 2002. Ça sera un petit peu supérieur parce qu'il y aura moins de candidats, je crois. Et par conséquent, ça sera plus clair. Mais moi, j'estime être actuellement au-delà de 20. Par conséquent, je me sens dans le peloton de tête. Dominique de Montvalon. Monsieur Le Pen, quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos ambitions Je n'ai d'ambition que pour le pays. Pour le pays, quelles sont vos ambitions? Je sais pas. Gagner ou... Oui, bien sûr. Bah, évidemment. Je ne me bats pas pour... Je vous le fais dire parce que... Alors, je ne me bats pas seulement pour l'honneur, encore que ce soit tout de même un beau challenge de se battre pour l'honneur, parce que c'est une denrée qui est plutôt manquante actuellement dans notre paysage politique. Mais je me bats aussi pour la victoire, bien sûr. Mais elle ne dépend pas de moi, elle dépend des électeurs. Mais déjà ce soir, vous dites que vous pensez être présent au second tour de 2007. Oui, je pense. Je pense, mais toutes choses égales d'ailleurs. Et hic et nunc, comme dirait le président Mitterrand, ici et maintenant. Et avec qui ou contre qui, si je puis dire? Ah, ça, je ne sais pas. Non. Ça ne dépendra pas de moi, ça dépendra de la campagne qui peut réserver, encore une fois, de grandes surprises. Et je ne suis pas, comment dirais-je, devin, mais j'essaye de m'inspirer de mon expérience. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez présent?
Parce qu'il y a beaucoup de gens, Ben, vous je vais vous lisez dire- comme nous, mais il y a je vais beaucoup vous de gens dire, qui c'est disent on ne que va pas recommencer la même erreur si ou le on même reprend, cauchemar. si vous voulez, si on reprend les sondages moyens qui sont les miens aujourd'hui, ils sont pratiquement presque du double de ceux de la même date en 2002. Je pense donc que si j'extrapolais littéralement, je ferais 34. Je ne suis pas aussi ambitieux que cela, mais je pense que je fais nettement mieux que ce qu'on m'accorde officiellement. Alors vous allez peut-être récuser cette enquête d'opinion qui nous parvient. Selon la Sofres Le Figaro RTL, Nicolas Sarkozy serait crédité de 53% au deuxième tour contre 47% à Ségolène Royal. Qu'est-ce que vous pensez de cette photographie à 2 mois et demi de l'élection? Elle n'a aucun sens. Elle est faite simplement pour attirer l'attention du public, lui laisser croire qu'il n'y a que 2 candidats. D'ailleurs, il faut bien dire la vérité, les médias, peut-être moins par calcul que par habitude, par facilité, ont accrédité l'idée qu'il y avait 2 candidats, et 2 candidats seulement. Ça simplifie les choses, c'est le binôme habituel. Ça a toujours été comme ça. Par conséquent, ça ne m'inquiète pas outre mesure. À partir de maintenant, nous allons entrer dans une phase nettement plus normale de la campagne. On va entendre parler des autres candidats. On va voir le rôle que vont jouer les candidats d'extrême gauche, contre Madame Ségolène Royal. Et puis on verra à droite quel va être le schéma. Mais je ne suis pas. Vous vous rendez bien compte que je suis pas inquiet. Chaque camp politique, M. Le Pen, vous utilise pour faire son unité. C'est l'union, sinon c'est Le Pen. Oui, c'est ça. Je ne comprends pas d'ailleurs cette crainte. Elle n'est justifiée ni par mes propositions, ni par mon passé. J'ai un passé de parlementaire qui a 50 ans maintenant. Je n'ai pas fait de coup d'État. Je n'ai de bottes et de baudriers que dans la première page du Monde, dans le dessin de M. Plantu. Personne ne m'a vu tenter de renverser la République. Alors quel est le fond de la crainte? Vous voulez la prendre de l'intérieur. Non, le fond de la crainte, chez ceux qui tirent les ficelles, c'est qu'on change de système. Un système qui est assez confortable pour quelques millions de Français, même s'il est très navrant pour des dizaines de millions d'autres. Mais ceux-là ne tiennent pas à ce que ça change. Ils veulent que ça reste comme ça. Et c'est vrai que l'élection de Le Pen signifierait une volonté populaire de changement tellement profond qu'on peut s'attendre à tout. Oui, on n'en est pas là. Mais vous dites réellement, en fait, de pouvoir être élu président de la République en France? Absolument. De faire plus de 50% du corps électoral? Je crois que c'est quelques mois avant 58, le président de la République qui allait arriver faisait 3% de voix dans les sondages, beaucoup moins que moi. Et puis, lors de l'élection du prince-président, je vous rappelle qu'un certain nombre de gens, comme Ledru-Rollin, Cavaignac, même Lamartine avaient des ambitions. Lamartine avait 5000 voix. Bon, et le prince-président a été élu triomphalement. Alors, je ne sais pas si mon élection sera triomphale. Je n'en demande pas tant. Je demande simplement qu'une majorité de Français prennent conscience des dangers qui menacent le pays et me fassent confiance pour essayer d'y faire face. Et parmi les dangers, vous vous situez? Ah non, parmi pas les moi. dangers Personne n'a rien à craindre de moi qui ai toujours appliqué rigoureusement la loi, même quand elle m'était défavorable. Dominique de Montvalon. Alors, Monsieur Le Pen, il faut, pour commencer, avoir les 500 parrainages. Où est-ce que vous en êtes? Parce que le feuilleton reprend. Est-ce que vous l'entretenez? Est-ce que vous avez des inquiétudes réelles? Avez-vous franchi la barre des 500? Monsieur de Montvalon, je rame à contre-vent et à contre-courant dans une institution qui a été faite pour me nuire, et exclusivement à moi. Oui, exclusivement. D'autres candidats ont des difficultés. Oui, peut-être, mais les 4 grands partis, eux, sont assurés, où en êtes-vous, monsieur en appuyant sur un bouton, d'avoir leur... Eh bien, nous nous approchons de Citer, doucement. J'espère que nous allons y arriver. Si nous n'y arrivons pas, ça serait une catastrophe pour le Front National et pour moi, mais une catastrophe aussi pour le pays. C'est Marine Le Pen qui disait, je crois, l'autre soir ici, que vous êtes à 430, 450 promesses de signature. Un petit peu plus, ça avance. Mais promesse. Une promesse n'est pas une signature. Ah, vous connaissez assez les politiques. Chez les hommes d'honneur, oui, quand même, j'espère. Mais ça a été tellement difficile de les obtenir, je pense que cette fois-ci, les gens qui nous les ont accordés n'esquiveront pas leurs responsabilités. Est-ce que les prochaines élections municipales ne découragent pas un certain nombre d'élus? Mais oui, sûrement. Il n'y a pas que ça, c'est fait pour ça. Le gouvernement avait une grande facilité de répondre aux vœux des maires et généralement de tous les hommes politiques, à savoir supprimer la publicité du nom des parrains. Eh bien, ils ne l'ont pas fait, et pour une bonne raison, c'est qu'ils ne le souhaitent pas. Et que feriez-vous si vous ne les aviez pas, ces signatures? Ah, je ne sais pas. À qui les demandez-vous? Je demande au maire. Généralement, je connais il y a très peu de députés, très peu de sénateurs. Et des chefs de parti.
Oui, non. Il y a heureusement beaucoup de maires et de petits maires ruraux en particulier qui sont des maires sans étiquette et qui ne sont pas répertoriés dans les registres des partis. Ce sont ceux-là qui ont plus de liberté, plus de courage et plus de civisme. Est-ce que les élus ne donneraient pas plus facilement leur signature à Marine Le Pen, votre fille? Ah, c'est possible, et peut-être à ma cuisinière d'ailleurs aussi, qui est encore moins connue que Marine Le Pen. C'est gentil pour votre fille. Sans doute pour votre cuisinière, mais pour votre écoutez, fille. quand ça sera le tour... Vous la voyez à la cuisine. Si ma fille vient un jour à être candidate, après tout, elle bénéficiera de la sympathie qu'elle a suscitée. Et qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle est vice-présidente du Front National. Elle est vice-présidente. Elle est une des vice-présidentes du Front National, et elle est la principale responsable de la stratégie de la campagne. Après ce que vous venez de dire, qu'est-ce que vous reconnaissez qu'elle a apporté au Front National, à son président et à son propre père? Son talent, son charme, son activité, beaucoup de qualités, car elle a beaucoup de qualités, et donc je lui rends ici publiquement hommage, d'ailleurs, comme beaucoup de gens. Dominique de Montvalon. Monsieur Le Pen, si vous étiez demain président, quelle mission donneriez-vous aux renseignements généraux? Les renseignements généraux ne dépendent pas du président. Il y a eu des cellules de police secrète qui ont dépendu de la présidence, on le sait, notamment au temps de François Mitterrand. Et les gaullistes ne sont jamais gênés d'utiliser les barbouzes en long, en large et en travers. Par conséquent, les gens qui feignent de s'étonner du rôle que pourrait jouer la police politique en France... il y a une police politique? Oui, l'ERG, c'est une police politique. Elle est chargée d'informer le gouvernement, pas le président, mais le gouvernement, sur l'état de l'opinion. Et ils viennent d'ailleurs dans nos réunions politiques, et à moins d'être priés de sortir, ils restent là, fort poliment, ils écoutent. Puisque vous les connaissez, vous les reconnaissez. Oui, mais moi, tiens, le voilà, le type. Oui, bien sûr, on les connaît, bien sûr. Moi, je ne me gêne pas du tout, je n'ai rien à cacher. Nous sommes transparents. Mais est-ce que vous avez l'impression que vous aussi, vous êtes personnellement observé? Oui, mais on les voit quelquefois quand même dans des opérations comme à Carpentras, où ils ont joué un rôle certainement positif, puisqu'aussi bien les gens qui avaient déterré ce malheureux cadavre sont allés se rendre au RG, alors que personne dans le pays ne connaît de RG. Eux, ils connaissaient les RG. C'est donc qu'ils avaient l'habitude de les fréquenter. Vous n'avez pas dit depuis tout à l'heure que vous les supprimeriez. Qui surveillerait avec d'autres organisations spécialisées les terroristes, les menaces terroristes? Je n'ai pas dit que je voulais les supprimer, moi. Je n'ai pas dit que je voulais les supprimer. Simplement, je ne leur confierai pas de missions qui sont contraires à l'honneur ou même au bon goût. Mais par exemple, ce qui s'est fait avec l'ex-président de Greenpeace France, M. Rebel, est-ce que vous pensez que c'est admissible? Est-ce que vous pensez, comme lié le PS, que c'est une affaire d'État? Oui, je crois qu'on lui a fait beaucoup d'honneur à M. Rebel. Quand on a un nom comme ça, on doit se méfier d'être surveillé. Mais c'est tout, ça c'est facile, ça c'est la boutade. Oui, mais sur le fond, est-ce que c'est une affaire d'État? Comment? Est-ce que c'est un complot? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Je crois que les RG prennent des renseignements. Je pense que je dois être l'objet de leur attention, mais je suis tellement connu maintenant de leur service vous que, n'avez pas. Vous savez qu'il y a eu des enquêtes sur vous, par exemple, rien, bien sûr. Puis il y avait des écoutes. Il y avait des écoutes du temps du président Mitterrand. Mais c'est très curieux d'ailleurs. Je n'ai pas été cité dans la liste des gens écoutés alors que j'y étais. Oh, j'étais écouté. Bon, je suis encore écouté, je pense. Donc tout le vous monde vous est plaignez écouté. parce qu'on ne dit pas que vous êtes écouté. Même M. El Kabbach est écouté. Sans doute peut-être pas, mais il l'est. Mais on doit avoir des paquets de fiches, non, nous tous? Oui, mais c'est là, je crois que l'abondance de bien nuit, quand il y a trop de fiches, ils finissent par ne plus s'y retrouver. Le reste, on sait que le renseignement monte, mais redescend rarement. Vous avez dit la police politique, c'est une accusation un peu grave. Non, c'est pas une accusation, c'est une police politique. Les RG ont une mission de renseignement politique sur les partis, quels qu'ils soient, y compris les partis démocratiques. C'est pas grave. Non, je n'ai pas dit que c'était grave. Est-ce que vous voyez la main de la politique? Vous n'avez pas entendu ma protestation. Je n'ai pas fait chorus avec la calomnie. Ouais. Est-ce que vous voyez la main de la politique, d'abord sur la police et peut-être même sur la justice, comme le dit le juge Van Ruymbeck? Oui, sûrement. Bien sûr, d'abord sur la justice, par l'intermédiaire des parquets, qui sont aux ordres du ministère de la Justice, donc du gouvernement, n'est-ce pas? Et puis ensuite, parce qu'on sait que malheureusement, les magistrats français sont rattachés souvent à des syndicats qui pratiquent des options politiques, comme le syndicat de la magistrature, qui a quand même 30% d'électeurs dans le milieu de la magistrature, et qui ont des options politiques, qui ont donc, dans la vie et dans les gens qu'ils jugent, des adversaires politiques, vis-à-vis desquels je ne suis pas absolument sûr qu'ils usent de l'équité ni de la justice.
Dominique de Montvalon. Monsieur Le Pen, il y a eu quelques incidents en banlieue parisienne, du côté des Mureaux, de Chanteloup-les-Vignes ces jours derniers. Si vous étiez président, comment auriez-vous réagi en fonction de votre analyse de ce qui s'est passé dans les zones dites sensibles ces derniers mois? Oui, il s'agit là d'incidents prévisibles. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'ait pas eu lieu avant, parce que tous les observateurs, tous les responsables de ces banlieues avertissaient que les émeutes qui s'étaient produites en novembre 2005 pouvaient parfaitement se reproduire, rien n'ayant été changé à l'essentiel de la situation, sauf peut-être d'y déverser de l'argent par torrent, ce qui est l'habitude de notre État décadent. Quand il ne peut pas résoudre un problème, eh bien, il paye. Il paye pour avoir la paix, il espère qu'elle viendra. Mais les causes n'ayant pas été touchées, on ne voit pas pourquoi les conséquences seraient améliorées. Qu'auriez-vous fait étant président? C'est ça ma question. Je ferais beaucoup de choses, mais je m'attaquerais d'abord aux causes. La cause de la tension dans ces banlieues est largement liée à leur surpopulation qui découle très directement de l'immigration massive étrangère qui s'accumule dans ces quartiers par affinité. Ou qui s'accumulait. Qui s'accumule toujours, puisqu'il continue d'entrer 300 000 ou 400 000 étrangers par an en France. Par conséquent, il n'y a pas de raison que ça diminue. On n'en voit pas partir. Vous avez eu à ce propos une enquête d'opinion d'un quotidien qui paraît le dimanche, à propos donc de ce que peuvent faire les jeunes ou ceux qui vivent dans ces banlieues. Vous êtes l'un des candidats qui recueille le moins d'intentions de vote. Vous n'êtes pas surpris? Dans les banlieues? Oui. Je pense que c'est un des lieux où, justement, on est très discret. Parce qu'il règne la force, la terreur, la crainte. Parce que quand les gens... Moi, j'ai confiance dans le vote des banlieues, parce que je sais que les trublions ou les voyous ne constituent qu'une minorité. Il y a 2 ou 3% peut-être de gens qui tirent leur bénéfice ou leur vie, leur subsistance des deals, de l'action commerciale secrète, n'est-ce pas? Mais il y a 97% de gens qui habitent la banlieue et qui sont les premières victimes de la situation des banlieues et des troubles qui y sont provoqués. Pourtant, vous ne pouvez même pas entrer dans ces territoires et aller leur parler. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller en banlieue? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé. J'ai été sur des marchés de banlieue, mais c'est pas le problème. Il suffit de 2 personnes dans votre rue, monsieur El Kabbach, pour vous empêcher d'y aller en toute sécurité. Ça veut rien dire. Que les voyous considèrent que la venue de Le Pen soit un événement à combattre, je n'en doute pas. Mais je suis certain que les populations aspirent à ce que le pays soit gouverné dans la justice et dans l'équité. Mais le sondage dont a parlé Philippe de Seine ne vous surprend-il pas quand il dit que c'est Nicolas Sarkozy, 27%, qui prendrait le mieux en compte les problèmes des gens des banlieues, plutôt que Ségolène Royal, 23%. Je ne me laisse pas guider quand même en toutes circonstances par les sondages. Ce sont des indications. Non, monsieur, oui, c'est à peine une indication. Un sondage intervenu à la demande d'un journal, d'un sponsor quelconque, ça ne me convainc pas. Et puis encore une fois, s'il y a un endroit où les sondages doivent être regardés avec beaucoup d'attention et de prudence, ce sont justement ces endroits-là. Alors, nous marquons une pause et nous nous retrouvons tout à l'heure tous ensemble jusqu'à 19h, heure française. Invité Jean-Marie Le Pen, interrogé avec moi par Philippe Dessein, TV5 Monde, Dominique de Montvalon, Le Parisien. Aujourd'hui en France, question de reprise à Philippe Dessein. Oui, qu'avez-vous pensé de la situation en Italie avec ces émeutes, affrontements autour des stades, suspension des matchs sans doute pour une quinzaine de jours? C'est un phénomène européen, un phénomène local? C'est un phénomène récurrent. À partir du moment où les clubs utilisent les spectateurs comme des éléments de leur affaire, en quelque sorte, où on les mobilise. Vous avez été quelquefois sur un stade, vous avez entendu les tambours, les grosses caisses, vous avez vu les fusées, vous avez vu les gens obéir à des mots d'ordre de leaders qui les commandent, qui lancent les slogans, etc. À partir du moment où on fait monter cette tension, quand il s'agit surtout d'un derby, où il y a un affrontement qui a une signification très précise, je crois que là c'était entre Catane et Palerme, c'est-à-dire en Sicile, qui est en plus une terre chaude, comme on le sait, eh bien il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des événements comme ceux-là. Mais il y a des mesures à prendre.
valable pour l'Italie, pour d'autres pays quand ça se sans produit. doute, oui, mais à partir du moment où on empêchera les clubs de se réunir comme cela ou de faire des groupements de supporters, eh bien à ce moment-là, leurs finances s'en ressentiront et le football aura moins de popularité. Comme la plupart des pays européens, Jean-Marie Le Pen, la France n'échappe pas à une interrogation sur ce qu'elle est et son devenir dans le cadre de la mondialisation. Les campagnes électorales sont en train de faire réémerger, même si les campagnes commencent, le problème de l'identité française. En 2010, 2012, qu'est-ce que ce sera être français ? Écoutez, si ça continue comme ça, être français, ça ne sera rien. D'abord parce que la France sera progressivement submergée par l'immigration étrangère, parce que le phénomène migratoire est un phénomène mondial qui correspond à une donnée fondamentale généralement ignorée du grand public, à savoir que la population mondiale est passée en 100 ans de 1 milliard à 7 milliards, près de 7 milliards d'habitants. Mais pour autant, ce ne sont pas les 7 milliards qui bougent, c'est 34% de la population mondiale qui se déplace, c'est-à-dire à peu près 200 millions. de 7 milliards, ça fait beaucoup de gens, surtout qui quittent des pays pauvres, de plus en plus pauvres, puisque je dirais même que l'augmentation du nombre de la population appauvrit ces pays, et ils ont tendance à venir vers les pays qui leur semblent être des Eldorado. C'est à ceux-ci de se défendre, car ils ne sont pas du tout obligés, c'est en tous les cas mon opinion, ils ne sont pas du tout obligés d'accepter la misère du monde. Qu'ils essayent de la combattre, d'accord, mais qu'ils essayent de la combattre en empêchant d'entrer chez eux, faute de quoi ils seront paralysés et ruinés. Pour que être français, ce ne soit pas, comme vous le disiez tout à l'heure, rien, qu'est-ce qu'il faut ? Eh bien, il faut redonner à la qualité de français une distinction, dirais-je, qu'il a perdue. En ce sens que il est maintenant très facile de devenir français, presque automatiquement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je propose qu'il soit procédé à une remise en ordre de la législation sur la nationalité. S'il n'y a plus de code de la nationalité, mais des lois de la nationalité, et qu'en particulier, on obéisse aux règles que nous avons déterminées, à savoir la nationalité, ça s'hérite par 1 ou 2 par an, ou ça se mérite. C'est-à-dire qu'on devient français en le demandant, et en se le voyant accordé. C'est-à-dire qu'il y a là deux étapes qui ne sont plus respectées, ce qui fait que l'année dernière, je crois, on a naturalisé 187 000 étrangers, qu'on retire d'ailleurs du nombre des immigrés à chaque fois. Il est évident que comme cela, on arrive à faire croire au pays que le nombre des immigrés, somme toute, n'augmente pas. Alors que j'affirme, en ce qui me concerne, que plus de 10 millions d'étrangers sont entrés dans notre pays depuis 30 ans. Vous savez que les démographes disent que l'immigration va devenir d'ici une génération ou deux comme le principal facteur de croissance de l'économie et de la population en Europe et même en France. Oui, ça c'est ce que disent les économâtres et les mercantiles. Eux, ils s'en fichent pas mal. Les conséquences que cela peut avoir sur la vie des nations et la vie des peuples, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est que les affaires marchent. Alors qu'importe les moyens, vous voulez dire qu'importe les moyens de les faire marcher, les entrepreneurs ou les intellos ou d'autres. S'il faut faire venir des étrangers pour que ça tourne, faisons tourner, même si la machine va à l'abîme. Mais moi, j'ai pour rôle d'empêcher le pays d'aller à l'abîme, et avant de prendre une décision, j'essaye d'imaginer quelles en sont les conséquences. Mais quelles peuvent être les autres décisions quand on voit par exemple que les Françaises atteignent le taux de fécondité le plus élevé en Europe avec 2 enfants par famille et par femme, et on pense qu'il faut l'entretenir pour que cela dure. C'est d'ailleurs, c'est la première fois. Généralement, nous étions à 1,8. Bon, il faut savoir aussi qu'une grande partie de ce chiffre est constituée par la présence étrangère. Ce ne sont pas des... Non. Ce ne sont pas des Français qui sont recensés. Ce ne sont pas des mamans françaises, ce sont des mamans résidentes en France. C'est assez différent. Et si on compte là-dedans les gens de Mayotte, par exemple, vous savez que Mayotte a la plus grande, le plus grand hôpital d'obstétrique de France. N'est-ce pas ? C'est là qu'on vient accoucher pour avoir la qualité de français. Alors c'est ça que je veux changer. Je vous donnerai un livre de démographe à lire. Oui, j'en lis, vous savez. Oui, je suis sûr qu'il vous démontrera que... je peux vous dire, mais les démographes... Dans cette augmentation, le rôle des femmes étrangères ou immigrées qui vivent en France pèse très peu. Non, c'est faux. De moins en moins. Mais c'est faux. Mais tant mieux si ça serait si c'était une nouvelle confirmée. Elle n'est pas confirmée. Parce que nous n'avons pas encore atteint le taux de renouvellement qui est de 2,1. Nous sommes seulement à 2. Si cela était confirmé, je m'en réjouirais. Ça prouverait qu'une
certain nombre de mesures prises en faveur de la famille ont porté leurs fruits. Moi, je crois qu'il faut faire beaucoup plus et qu'il faut donner à la France la possibilité d'avoir des petits Français et aux Françaises et aux couples français la possibilité d'avoir les enfants qu'ils désirent et qui souvent ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils n'ont pas la situation des petits Français qui peuvent avoir nécessaire. Des couleurs ou pas? Non, bah écoutez, il y a... comment non? Mais non, c'est pas une question. Il y a des petits Français qui viennent des Antilles, ce n'est pas une question de couleur. Mais qui sont nés en France. Les autres candidats... Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de nationalité. C'est pas pareil. Nous avons dans notre constitution, dans le peuple français, il y a des Noirs, il y a les Antilles, il y a la Réunion, il y a des gens qui sont français, bien souvent, avant certaines provinces françaises. Bon. Par conséquent, il n'est pas question... Mais d'autres candidats parlent de la France métissée. Vous êtes d'accord avec cette formule? Écoutez, s'il y a un métissage qui est une conséquence de la liberté, c'est une chose. Promouvoir le métissage, c'est une position politique que je n'adopte pas. Chacun fait ce qu'il veut, il a la liberté de le faire, mais je ne dois pas, il n'y a pas de raison d'encourager les gens soit à se métisser, soit à ne pas se métisser. Vous voulez? Oui, alors, moi, j'entends que M. Le Pen parle avec passion de ce sujet-là. Alors, comme vous nous avez annoncé que si vous étiez... Vous en parlez avec passion. Vraiment? Ben oui, mais je crois ce que je dis. C'était pas là ma question, c'est une observation, Monsieur Le Pen. Si vous étiez demain président, vous nous avez annoncé qu'il y aurait d'énormes changements. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous remettriez en cause certaines naturalisations, que certaines catégories de Français ne bénéficieraient pas de la législation qui est aujourd'hui valable pour tous. J'essaye de comprendre quelle est la traduction de vos propos. Je vais vous donner une piste, par exemple. Je suis un adversaire résolu de la double nationalité. Parce que je ne crois pas qu'on puisse avoir deux fidélités qui peuvent être contradictoires. Bon. Par conséquent, la question serait posée aux doubles nationaux. Est-ce que vous êtes marocain ou est-ce que vous êtes français? Vous choisissez. Soit vous devenez français, mais vous ne serez plus marocain. Soit vous souhaitez être marocain, vous serez étranger en France, vous ne serez pas chassé pour autant, mais vous ne serez plus français. Vous n'aurez pas droit aux avantages que je veux instituer en faveur des Français, estimant que la préférence nationale est un des éléments fondamentaux de la nation et de la République, et que par conséquent, les Français, chez eux, ont droit à être mieux traités que quiconque. Ça me paraît être de simple bon sens. Monsieur Le Pen, en tout cas, pas de remise en cause de la législation telle qu'elle prévaut actuellement. Non, mais c'est pour ça je vous pose la question. C'est pour ça qu'il est fait rétroactif. C'est pour ça qu'il est très urgent que j'arrive à la présidence, parce que pendant que nous parlons, eh bien, la situation continue de se dégrader. Et si je n'étais pas président de la République, elle se dégraderait encore pendant 5 ans supplémentaires. On vous a dit immigration choisie, on vous a dit immigration partagée. Oui, vous dites immigration zéro. Oui, absolument. Mais je pense qu'au stade la France où nous ferme sommes toute seule ses frontières. Non, il ne s'agit pas de fermer les frontières. Il s'agit d'avoir des frontières. Nous n'en avons plus, monsieur El Kabbach. Nous n'avons plus de frontières, puisque nous avons supprimé les frontières intérieures dans le cadre de l'Europe. Ce qui veut dire que nous n'avons plus aucun contrôle sur les gens qui rentrent chez nous. C'est la raison pour laquelle, je vous dis franchement, si je suis président de la République, une de mes premières démarches consistera à entrer en relation avec l'Union européenne pour retrouver une grande partie de notre souveraineté. Donc, une sortie de l'Europe? Non, c'est pas une sortie de l'Europe, c'est une sortie sous conditions éventuellement. Ouais. Je viens poser un certain nombre de conditions, parce que je voudrais vous signaler une chose, c'est que les gens qui se présentent aux élections aujourd'hui comme président de la République mentent au pays. Ils ne sont pas candidats à la présidence de la République, ils sont candidats au poste de gouverneur de la province française de l'Europe. C'est tout à fait différent, puisqu'une grande partie des prérogatives de souveraineté n'appartiennent plus à la France, car elles ont été abandonnées par les différents gouvernements. Est-ce valable aussi pour Jean-Marie Le Pen? Ah ben non. Devenez le gouverneur. Jean-Marie Le Pen, lui, c'est ce qu'acceptent les gens. Vous savez, mes trois principaux candidats adversaires sont M. Sarkozy, Bayrou, Mme Ségolène Royal. Ils ont voté oui à la Constitution européenne. Constitution qui a été rejetée par 55% des Français. Moi, j'ai fait voter non. Et par conséquent, j'estime être mieux placé que quiconque pour discuter avec l'Europe de la volonté qu'a la majorité des Français de voir récupérer un certain nombre... C'est la majorité des électeurs de gauche. Oui, vous espérez les faire venir... Mais comment vous dites ça? Pourquoi vous dites ça? Vous êtes... La majorité des électeurs de gauche. Je ne dis pas que c'est la majorité de ceux qui ont voté non. Moi, je dis qu'il y avait les électeurs du Front National et quelques autres, y compris même de l'UMP,
AFP je ne qui les ai avait pas voté. Mais on se demandait où était le plan B promis par Fabius. Mais est-ce que, par exemple... Mais c'est le plan B de Jean-Marie Le Pen. Voici quelques temps, vous parliez même de la sortie de l'euro, de la monnaie européenne. Non, mais vous maintenez cette thèse? Je n'aurais pas besoin de sortir de l'euro. Donc vous gardez. Il s'en ira tout seul. L'euro avait été institué comme condition, en quelque sorte, de l'Union fédérale, d'une fédération d'États européens. Celle-ci ayant été rejetée par 2 des peuples, et le serait sans doute par beaucoup plus, eh bien, évidemment, cet instrument durera ce que dureront ces accords internationaux, et ça n'est pas institué. L'euro n'aurait de sens que s'il y avait une fédération européenne. Ce n'est pas le cas. Mercredi s'ouvre à Paris, Jean-Marie Le Pen, le procès de Charlie Hebdo, qui avait publié des caricatures danoises après François. François l'avait fait. Pour soutenir François, Charlie Hebdo a publié un certain nombre de caricatures. Est-ce au nom de la religion un procès politique? Oui, sans doute. Mais moi, je suis pour la liberté. Pour toutes les libertés, quels qu'en soient les risques. Par conséquent, je suis pour cette liberté-là aussi, même quand elle prend un caractère, comment dirais-je, injurieux ou diffamatoire, comme l'a plantu dans Le Monde pendant des années, me représentant avec des bottes, un baudrier, une chemise noire et un brassard, tenue que je n'ai jamais eue, en effet, comme tout le monde le sait. Donc là, vous condamnez le procès? Je condamne le procès, absolument, oui, tout à fait. Enfin, je condamne le procès. La France laïque. Je condamne la condamnation qu'on a lancée contre des caricatures, quelle que soit leur intention. Oui, mais attention, là, c'est la deuxième religion de France qui est critiquée ou qui serait critiquée. Est-ce qu'on peut Est-ce que pour vous, ironiser ou critiquer les intégristes islamistes dans des pays démocratiques, c'est une atteinte aux musulmans? Non, on n'a plus de considération, il faut dire, pour la défense de cette religion-là, dont la présence est récente dans notre pays, que pour la religion catholique, qui est majoritaire chez nous depuis des siècles. On revient sur l'actualité de la campagne sur un autre domaine. À propos de l'environnement, tous les candidats s'en recommandent, signent la convention de Nicolas Hulot. Vous, visiblement, vous restez en dehors de ça? Absolument. Je ne me prêterai à aucune demande. C'est pas important l'environnement? Non, mais j'ai pas attendu M. Hulot. M. Hulot avait encore la goutte de lait au nez que je m'occupais déjà d'environnement. Il est encore, mais si sympathique qu'il soit, c'est un très. Il est efficace. Alors pourquoi ne pas avoir il signé est efficace, lui. Il est efficace en quoi? Il y a un mouvement même d'écologiquement correct aujourd'hui. Il a empêché l'effet de serre dans quelque manière. Mais il va peut-être obtenir qu'on l'empêche. Non, bien sûr que non. Alors justement, à propos, si c'est un combat ancien, pourquoi vous n'avez pas signé dans ce cas-là mais parce que je n'ai pas besoin d'obéir, mais je n'obéis pas à des demandes qui sont faites par des personnalités qui n'ont aucune qualité particulière pour se faire. Ses mérites, et il a son mérite parce qu'il va continuer naturellement à s'en occuper. Bien. Mais le président de la République, Jacques Chirac, a lancé l'appel de Paris pour sauver la planète, lutter contre le réchauffement, etc. Vous l'auriez signé. Et puis il va peut-être mettre ça dans la Constitution. Non, mais le président de la République pense qu'avec un morceau de papier, on change les réalités. Alors on fait des lois et on les applique en l'air, comme ça. Monsieur Le Pen, c'est un vrai problème ou pas? Le réchauffement climatique, c'est un vrai problème. J'en sais rien, je ne sais pas. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord. Il vient de se réunir, je crois, 1500 scientifiques aux États-Unis qui disent exactement l'inverse de cela. Alors je ne sais pas. Ce que je crois, c'est qu'il serait sage de faire un minimum d'économie, par exemple, de pétrolière, puisqu'on sait que c'est une ressource qui est en voie de disparition, peut-être dans 10, 15, 20, 50 ans, je ne sais pas, et que le peak point, ce qu'on appelle le peak point, est proche. Bon, alors peut-être est-il nécessaire, je crois qu'il est nécessaire, mais chez moi, j'ai appris de tout petit garçon à éteindre les lumières quand je sors d'une pièce. Bon, c'est une économie. Sur le fond, comment? Oublions qui propose, mais est-ce que vous croyez à l'énergie d'origine nucléaire? Et par exemple, Jacques Chirac a lancé un programme de recherche sur les réacteurs de l'avenir des années 2030-2040, c'est une chose. Qu'est-ce que vous en feriez? Et d'autre part, est-ce que vous fermeriez, vous, les centrales nucléaires qui produisent de l'énergie et de l'électricité? Non, je suis évidemment... je crois qu'il faut être extrêmement prudent en matière d'énergie nucléaire, et je dénonce en particulier une centrale, la centrale de Temelín, qui se trouve en Tchéquie, qui a connu depuis quelques mois plus de 100 incidents
et que le gouvernement tchèque ne met pas en situation de s'arrêter. C'est extrêmement grave. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, car l'énergie nucléaire, même dans nos centrales PVR, qui sont relativement sûres, est toujours dangereuse. On le sait à cause de conséquences qui durent des siècles ou même des dizaines, centaines de siècles. Bon, alors cela étant dit, c'est pour nous un besoin. Ça représente d'électricité, une production d'électricité déjà importante et dont nous ne pourrions pas nous passer si une crise pétrolière, comme elle pourrait se produire, par exemple, à la suite d'une aggravation de la situation dans le Moyen-Orient ou de menaces de guerre avec l'Iran. Dans ce cas-là, on se trouverait dans une situation dramatique, le pétrole à 200 ou 300 $, et à ce moment-là, on serait bien content d'avoir une énergie nationale. Il faut être prudent, mais ça peut être efficace et sûr. C'est efficace. Efficace et sûr. Et je crois que les recherches scientifiques vont peut-être aboutir à mettre en œuvre le procédé de fusion qui serait à ce moment-là beaucoup plus à la fois utile, productif, et en même temps plus sûr. Monsieur Le Pen, ce sont des thèmes qui émergent dans le cadre de la campagne présidentielle. Oui, je voudrais dire d'ailleurs à ce propos que je m'étonne, parce que c'est une élection de président de la République. Or, on ne parle pas des prérogatives ni des missions du président de la République. Par exemple, je suis le seul dans ma campagne à avoir déjà par 2 fois parlé des problèmes de défense. Je sais bien qu'à RMC, Madame Royal s'est essayée... Oui, mais elle n'est pas générale. Le problème, c'est d'aller... le président de la République... Non, il n'est pas général, d'autant que le journaliste lui-même s'est trompé, et ensuite France Inter s'est trompé aussi en rapportant l'histoire. Tandis qu'on ne vous pose pas la question, il y en a combien? Moi, il y en a 4. 4 sous-marins, lanceurs d'engins, et 6 sous-marins nucléaires de chasse. Vous voudriez que la campagne prenne le niveau présidentiel. Défense, diplomatie, institutions... Voilà des problèmes qui sont spécifiquement des problèmes qui ressortissent à l'activité, aux responsabilités du président de la République. On n'en parle jamais. Oui, non, on en parle. Preuve. On en parle là. On en a parlé à plusieurs reprises. Nous en parlons-nous, parce que nous sommes... à TV5, dans Le Parisien et ici, puisque nous sommes les 3 représentés. On parle aussi d'histoire. Et regardez, il est 18h49, 18h45, une dépêche qui vient d'Alger. Jacques Lang a été reçu pendant 90 minutes par le président d'Algérie, M. Bouteflika. Il lui a remis un rapport, un message d'amitié de Mme Ségolène Royal. Et M. Lang dit « La meilleure façon de s'excuser est de reconnaître la réalité des crimes qui ont été commis par la colonisation en Algérie de 1830, date du débarquement français, à 1962, date de l'indépendance. Il y a, dit-il, un devoir de réparation historique à l'égard de l'Algérie. Comme vous connaissez bien l'Algérie et pour cause, est-ce que... À l'égard de l'Algérie ou à l'égard des harkis qui ont été massacrés de l'Algérie. Après avoir été livrés de l'Algérie. Non, mais si M. Lang entend par là comment dirais-je, les regrets que nous devrions avoir vis-à-vis de l'Algérie, c'est une opinion crapuleuse. C'est scandaleux de dire ça, car si la France a demandé des comptes, elle doit le demander à ceux qui ont permis le départ dans la ruine de 1 million de Français métropolitains, de quelques dizaines de milliers de harkis, dont la plupart d'ailleurs ont dû rester en Algérie, livrés quelquefois par notre armée, et ont été massacrés. Mais peut-être M. Lang précisera sur les harkis. Mais en même temps, n'oubliez pas le million de morts algériens et toutes les victimes françaises. Les millions de morts algériens, est-ce qu'on peut lui... Est-ce qu'on lui donne tort quand il dit il faut réformer les manuels scolaires qui présentent une histoire idyllique du colonialisme. Il faut décoloniser les mentalités. On a envie de dire des deux côtés. Il faudrait apprendre à M. Lang, qui est professeur de droit mais pas d'histoire, que c'était les gouvernements socialistes qui ont fait la guerre en Algérie. Et que c'était M. Guy Mollet, M. Mendès France, qui ont dit l'Algérie c'est la France. M. François Mitterrand lui-même était garde des Sceaux, c'est lui qui a fait décapiter un militant communiste pour avoir posé une bombe à l'usine à gaz d'Alger. Alors par conséquent, que chacun reprenne ses responsabilités. Donc la France n'a pas d'excuses à présenter? Non, bien sûr que non. Moi personnellement, je suis lassé. Presque plus lassé encore que M. Sarkozy qui vient de le dire à la tribune d'un de ses meetings, de la repentance. La repentance... Sur ce point-là, vous êtes d'accord avec me lui? Sort par les yeux, je veux dire. C'est ça, voilà. Moi je suis fier d'être français et j'accepte l'histoire de la France, quelle qu'elle soit. Malgré ses faiblesses, malgré ses erreurs, malgré ses fautes,
et aussi grâce tout de même à l'apport exceptionnel qu'elle a fait pour les Français d'abord, et ensuite pour le monde. Alors vous souhaitiez que nous parlions d'international. Revenons sur l'un des théâtres de tragédie au quotidien. Il s'agit bien sûr de l'Irak, près de 200 morts au cours de la dernière journée. Quel regard portez-vous actuellement sur la situation dans ce pays après l'exécution de Saddam Hussein et le fait que la guerre civile s'amplifie, se poursuit avec ces attentats? Vous feriez quoi? Je ne suis pas étonné, car ce qui se passe, je l'avais en quelque sorte prévu. Je pensais que la présence de l'armée américaine, son intervention, était à la fois illégale et illégitime, qu'elle allait aboutir à faire éclater ce pays qui n'était tenu dans l'unité que par l'énergie, il faut bien dire, assez virile de M. Saddam Hussein, auquel aujourd'hui, dont on ne se souvient plus qu'un certain nombre de nos dirigeants l'embrassaient couramment. Ça n'est pas moi qui ai donné une centrale nucléaire à l'Irak, n'est-ce pas? C'est Jacques Chirac. Et pour citer ce cas en particulier. Et je dois dire que j'ai suivi de près, grâce en particulier à l'action que ma femme Janie mène à la tête de l'organisation SOS Enfants d'Irak, pour protéger, pour essayer de soulager la misère de ces enfants, dont je rappelle tout de même que selon l'ONU, 1 million sont morts à la suite du blocus anglo-américain, blocus empêchant toute entrée de nourriture. Anglo-américain, les Français n'y sont pas. Non, ils n'y sont pas, cette fois-ci. J'étais même contre la Première Guerre. C'est ce qui m'avait permis, d'ailleurs, de recevoir 65 otages de la part de Saddam Hussein et de les ramener en Europe. J'étais le seul. Hein. Que dites-vous, ou quel jugement vous portez sur la stratégie américaine du président Bush? Et est-ce qu'il n'est pas un peu responsable de la montée de l'Iran dans cette région? Je suis assez inquiet, je ne vous cache pas. Je suis d'abord parce que quand un pays qui veut évacuer militairement une zone y amène des troupes en nombre plus important, je me dis que probablement il y a un autre objectif. Et je crains que M. Bush veuille s'en prendre à l'Iran. C'est-à-dire s'en prendre militairement. Militairement. C'est important parce qu'au mois de février, il y a une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui va essayer de définir la nature des représailles ou des sanctions. On parlait tout à l'heure, par exemple, du nucléaire. Qu'est-ce que vous dites à propos de l'Iran? L'Iran a droit au nucléaire civil, a droit à la bombe. Et peut-être commentez-nous ce qu'a dit Jacques Chirac à ce propos. À ma connaissance, l'Iran n'a pas réclamé de droit à la bombe. Encore qu'on peut, il est rare que les pays constater que plusieurs des pays de la région ont la bombe atomique. Israël a la bombe, le Pakistan a la bombe, la Chine a la bombe, l'Inde a la bombe. Par conséquent, on ne voit pas au nom de quelle législation internationale et au nom de quel droit international donc, on pourrait empêcher à la limite, oui, théoriquement oui, mais ils ne le demandent pas. Ce que demande l'Iran, c'est d'avoir le droit à l'accession à une énergie nucléaire civile. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. Oui. Je considère que rien ne peut empêcher l'Iran, légitimement, d'accéder à un mode scientifique même de si production. Le président iranien parle régulièrement de rayer Israël de la carte. Oui, ça, ce sont des paroles verbales. Mais quand on a sa puissance, son pétrole, ses armées, on peut penser qu'il peut aller au-delà des mots. Ahmadinejad n'est pas l'Iran seul, n'est-ce pas? C'est un pays, je rappelle, de 80 millions d'habitants. Mais il est président quand même du pays. Grande, une fois et demie comme la France, 2 fois et demi comme la France, pardon, et qui donc est un élément avec lequel, je crois, l'Occident et l'Europe auraient intérêt à négocier et à construire l'avenir de paix dans cette région. Ce ne sont sûrement pas les Américains ni les Anglais qui vont établir là-bas une paix qu'ils ont brisée et ruinée. D'autant plus qu'au-dessus d'Ahmadinejad, il y a le guide Khamenei, le guide suprême. Autrement dit, est-ce qu'il faudrait, même si les autres pays ne sont pas d'accord, que la France ou tel pays européen essaie de nouer le dialogue avec l'Iran? Il paraît que le président Chirac a tenté de faire ça. Il ne voulait pas envoyer, à moins que ce soit Lang qui a été tout seul, non? Non. Il va un peu partout. Non, Philippe de Blazy, qui s'expliquera demain matin à 8h20. Mais bien sûr, je pense que la France, qui a dans cette région des responsabilités historiques, bien qu'on lui ait réservé seulement les pays qui n'avaient pas de pétrole, comme d'habitude, et bien, vous savez, la Syrie et le Liban, c'est ce qu'on nous avait accordé comme mandat après la Première Guerre mondiale, et bien, je crois que la France a un rôle à jouer pour essayer de construire la paix dans cette région, mais avec prudence, pas de tonitruer des conseils et des consignes. Soyons modestes et agissons de façon efficace. Qu'il aille sur des pas de colombe. C'est comme ça que les révolutions se font. Monsieur Le Pen,
nous nous sommes tous promis, et à Europe surtout, de poser à tous nos interlocuteurs comme une obsession la question de la dette. Qu'est-ce que vous feriez contre la dette, vous qui supprimeriez, après avoir mis 4 tranches d'impôt sur le revenu du travail, au bout de quelques temps, l'impôt sur le revenu, qui réduiriez l'impôt sur les sociétés? Qu'est-ce que vous feriez pour réduire et supprimer la dette? Mais le plan de réduction des impôts que je présente, notamment sur les impôts qui touchent le travail, a pour but de relancer l'activité française par la libération des énergies, permettre aux Français qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent travailler, qui souhaitent gagner de l'argent et le faire fructifier. Je pense que cela permettrait d'avoir des rentrées fiscales plus importantes qui comblerait largement le trou qui serait fait dans la première année ou la deuxième année par une réduction des impôts. Et la dette, eh bien oui, mais d'abord il faudrait se poser la question, qui est responsable de la dette? Oui, mais elle est là. Oui, oui, mais comment on la supprime? c'est trop facile de dire nous avons accumulé pendant 30 ans ou 35 ans une dette épouvantable, écrasante. Eh bien maintenant, Monsieur Le Pen, comment allez-vous faire pour la régler? Eh bien, je vais m'y atteler. Vous voulez dire qui se débrouille? Non, pas du tout. Je crois qu'une activité, une croissance développée, une activité qui serait consécutive à la libération des forces de production, eh bien, aboutirait progressivement à renégocier peut-être notre dette et à la réduire de façon à ce qu'elle ne soit pas, pour les générations qui viennent, un poids écrasant. Il y a un mot de Dominique de Montvalon qui sera la dernière question. Ah bon, l'impôt sur la fortune, monsieur Le Pen, est-ce que vous en souhaitez la suppression, l'aménagement ou le maintien en l'état puisqu'il est politiquement symbolique? Je crois que c'est un impôt stupide qui a pour conséquence de faire fuir les capitaux et dont nous avons besoin. Mais je crois qu'on peut commencer pour tenir compte de l'opinion qui, chez nous, on le sait, est très attachée aux idées d'égalité fiscale et à qui on apprend dès l'enfance la haine du riche, entre guillemets, n'est-ce pas? Je crois qu'il faudrait en soustraire la résidence principale. Ça serait une première mesure dans la direction de supprimer cet impôt pour le remplacer par une contribution qui serait appuyée sur l'ensemble du peuple français et qui permettrait à la France de se redresser, car elle va devoir le faire sous peine de disparaître. Voilà, c'est dans votre programme, et on l'a tous lu ou relu. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment... Vous pouvez d'ailleurs aller sur mon site, n'est-ce pas, lepen2007.fr, vous trouverez tout cela en long, en large et en travers. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pu parler de votre propre programme présidentiel aujourd'hui? Un peu, voilà. Pas beaucoup, mais un peu quand même. Oui, petit à petit, Le Pen construit sa présidence. Merci. Oui, il fait son nid, mais enfin, ne le faites pas trop ici. Mais faites votre nid, vous voulez. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Le prochain invité du grand rendez-vous sera le ministre de l'économie, Thierry Breton. Il aura, j'espère, beaucoup de choses à dire aux Français.